Good afternoon, ladies and gentlemen, and Bonjour mesdames et messieurs, chers invités. Nous avons les cerisiers en fleurs, ce qui veut dire que ce sont les réunions de printemps du FMI de la Banque mondiale. Je m'appelle Michel Fleury, je suis la correspondante d'affaires de la BBC à New York et je vais être modératrice de ce panel aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous connaissez cette idée que d'investir dans les routes, les villes, peut forger une économie pendant des centaines d'années. Ce que la Banque mondiale fait avec le projet de capital humain, c'est dire que d'investir auprès des gens peut avoir des effets plus durables encore. Alors nous avons des acteurs clés sur scène aujourd'hui qui vont nous parler de l'espace de politique dont ils ont besoin pour pouvoir faire ces investissements, que ce soit en éducation, soins de santé et nutrition. Nous allons les écouter dans quelques minutes, mais quelques petits points d'ordre pratique tout d'abord. Nous allons diffuser cet événement en direct sur worldbank.org qui est disponible en anglais, français, espagnol et arabe. Vous pouvez suivre les échanges avec le mot déclic Invest in People. Alors notre temps est limité, mais nous prévoyons de prendre quelques questions. Alors s'il vous plaît, envoyez-les en ligne et on espère avoir le temps d'y répondre à la fin de notre dialogue. Alors je vous demande d'applaudir notre panel que je vais vous présenter. next to me is Benigno Lopez, Paraguay's Alors nous avons Benigno Lopez, ministre des Finances du Paraguay, Cristina Georgieva, directrice de la Banque mondiale, qui a également servi en tant que présidente intérimaire du groupe de la Banque mondiale, le ministre des Finances de Nouvelle-Zélande, Grant Robertson, et Yusufira Yusufu, directrice de la fondation Dangote. Bienvenue à tous. Alors Cristalina, si je peux commencer avec vous, je crois que vous pourriez nous parler des changements que l'on voit. On parle du développement de par le passé, ou on parle de bâtir des barrages ou autre, et vous parlez d'investir auprès des gens. Comment est-ce que ça change de votre travail? Comment est-ce nécessaire? Bien, tout a commencé lorsque l'an dernier, nous avons demandé à une équipe aux banques qui calcule fréquemment la richesse des nations d'inclure le capital humain dans leurs calculs. Ils ont l'habitude de calculer la richesse sur la base, comme vous dites, du capital physique, du capital naturel, des eaux, des terres, des pêches et des institutions, à savoir comment les structures financières contribuent à la richesse. Mais l'an dernier, pour la première fois, ils nous ont inclus, nous, les gens, les personnes. Et à la surprise de tous, une fois qu'ils avaient fait ça, nous avons pu voir que 2/3 de la richesse de cette planète est au niveau du capital humain. Mais plus important encore, pour une institution concentrée sur le développement et l'éradication de la pauvreté, nous avons également découvert que plus un pays est riche, plus la part du capital humain est élevée. Les pays riches auraient 70% ou plus de capital humain, les pays pauvres auraient 40% ou moins de capital humain. Donc très clairement, si l'on veut que les pays soient riches demain, ils doivent investir auprès de leur population aujourd'hui. Puis nous avons fait du travail très sérieux sur ce que l'on appelle l'index de capital humain, ce qui mesure ce qui arriverait à un enfant né aujourd'hui en suivant ça jusqu'à l'âge de 18 ans, selon ses investissements en éducation, en soins de santé, en développement des compétences, etc. Et ce que nous avons obtenu comme résultat est très intéressant. Si vous n'avez pas encore vu l'index pour votre pays, je vous demande d'aller le vérifier. Nous avons pu découvrir que au sommet de cette liste, il est Singapour, où un enfant né aujourd'hui, arrivé à l'âge de 18 ans, aurait 88% de potentiel, quasiment 100%. Puis nous avons découvert que la plupart des pays dont on s'inquiète fortement à cause de la pauvreté sont bien en bas dans cette liste d'index. Donc ça a donné ce sentiment d'urgence à la Banque mondiale pour insister fortement sur le capital humain, et non pas comme une dépense pour les ministres, mais comme investissement auprès de l'avenir de des pays en particulier.
Et ce que nous avons pu voir, c'est que c'était un terreau fertile pour ce dialogue, car de nombreux pays étaient bel et bien eux-mêmes en train de se rendre compte qu'il manquait quelque chose dans leurs équations politiques. Et à ce moment-là, lorsqu'on a lancé notre index à Bali, il y a 6 mois, il y a eu une table ronde avec une trentaine de pays. Et aujourd'hui, nous avons 60 pays, et ce chiffre grandit, qui disent que c'est une priorité pour eux et qu'ils veulent travailler avec nous. Et je peux vous dire que dans tous les échanges que j'ai maintenant, c'est le premier sujet de conversation. Je n'ai pas besoin de le soulever. J'en ai parlé avec votre président, Monsieur Lopez. Nous en avons parlé aujourd'hui dans notre réunion. C'est cette logique, comme vous le voyez à l'écran, que nous avons des arguments économiques et sociaux pour l'investissement auprès du capital humain, pour que les pays aient de meilleures perspectives d'avenir pour leur population. Alors, j'aimerais obtenir les réactions des ministres des Finances sur scène autour de cela, mais une question rapide, il y a une nouvelle direction, la Banque mondiale. Alors, des gens ont les questions à savoir ce qu'il est de l'engagement de la Banque mondiale autour de ce projet de capital humain. Alors, les gens savent toujours que je mets mon tailleur rouge lorsque je veux envoyer un message important, donc ça, c'est très important. Et si notre nouveau président veut avoir plus de choix, s'il avait plus de choix vestimentaires, il aurait porté du rouge aussi. Mais notre nouveau président est très engagé envers les régions les plus problématiques du globe et traiter de ces questions les plus problématiques. Et il est tout à fait engagé avec la banque pour jouer un rôle à aider ces pays à renforcer ce capital humain précieux. Donc ne vous inquiétez pas. Très bien, on ne s'inquiète pas. Alors Kristalina parlait de l'importance de cette annonce à Bali. C'est un message qui vous a frappé, vous me disiez tout à l'heure. Oui, lorsque j'ai rencontré Kristalina à Bali l'an dernier, ça m'a vraiment frappé, ce projet qu'il développait pour le capital humain, et on a décidé d'en faire partie. C'était explicitement dans le programme du président d'investir auprès des populations. Alors si vous connaissez un peu le Paraguay, vous saurez qu'on a des bons indicateurs fondamentaux macroéconomiques, mais on pêche du côté de l'index social. Et tout cela est clé pour le succès du pays. Et comme Kristalina l'a dit, investir auprès des populations, c'est investir pour l'avenir de tous. Donc vous aviez la disponibilité économique de faire des investissements. Oui, on a des dispositions économiques pour le faire, pour financer ces réformes qui sont nécessaires dans notre pays. Nous sommes en train de mettre en place des mesures avec le secteur privé et une réforme de la fiscalité. Des questions que les gens ont toujours lorsqu'on parle d'investir auprès des gens, c'est que cet investissement de longue durée, les retours sur investissement peuvent prendre des décennies. Est-ce seulement possible lorsque les conditions économiques sont favorables? Alors c'est bien évidemment plus facile. Je ne sais pas si c'est seulement possible dans ces conditions-là, mais c'est bien évidemment plus facile. Et lorsque vous avez un président qui a cette vision de penser à la population, à la prochaine génération, et pas simplement les prochaines élections. Alors, Grant, si je peux vous faire intervenir à ce stade, la même question pour vous. Lorsque les conditions économiques sont favorables, est-ce que c'est plus facile? Je crois que ça ne fait aucun doute, c'est plus facile. Mais moi, je regarderais ça sous un angle un peu différent. Si vous voulez bâtir une économie viable, il faut prendre en compte toutes les différentes dimensions. Et bien sûr, du point de vue de la Nouvelle-Zélande, c'est ce que nous faisons maintenant avec ce budget du bien-être. On est en train d'utiliser un cadre qui unit les 4 types de capitaux ensemble. Oui, on parle du capital physique, financier. Il faut qu'on le fasse, il faut que l'on génère de la prospérité par ces moyens-là aussi, mais en parallèle, il faut aussi prendre en compte le capital humain, le capital naturel, le capital social. Donc la force de notre environnement, de nos peuples et de nos communautés, en plus du capital financier. Moi, je les vois comme se renforçant mutuellement. Si on n'investit pas sur le long terme dans la valeur intergénérationnelle de l'éducation, des compétences, de la santé et du bien-être des populations, alors cela mettra à mal l'économie durable à l'avenir. Donc,
Oui, c'est certainement plus facile de le faire lorsque les conditions économiques sont fortes, mais ne pas le faire mettrait à mal ces conditions économiques. Alors, vous mentionnez ce budget du bien-être. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce à quoi ça ressemble? Oui, c'est une tentative pour aller au-delà du succès mesuré simplement au travers du PIB et de sa croissance. En Nouvelle-Zélande, nous avons une période très longue de croissance positive, de 3 à 4% même. Mais en même temps, les Néo-Zélandais posaient la question. On a ce niveau de croissance, mais on a également de hauts niveaux de gens sans abri, de la pauvreté infantile. On ne peut plus se baigner dans nos rivières dans certains cas. Alors on posait la question, est-ce que c'est vraiment un succès si on a ce taux de croissance économique mais que ces autres mesures sont dans le rouge? Et on dit toujours que ce que l'on mesure, c'est ce que l'on fait. Alors nous avons dit qu'on s'engageait maintenant à utiliser le cadre que nous avons, le cadre de normes de vie, comme la base de mesure de succès. Mais la grande différence dans ce budget du bien-être, c'est que l'on utilise cette même analyse pour décider ce dans quoi nous allons investir. Alors on utilise des preuves sur les domaines où on doit améliorer nos normes de vie sur la base des indicateurs de ces 4 types de capitaux pour décider où investir. Et en fait, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, on se concentre sur l'intergénérationnel. Il s'agit de dire, c'est pas juste là où on investit aujourd'hui. En tant que politicien, on s'inquiète toujours du cycle électoral de 3 ou 4 ans, mais il faut que l'on investisse au contraire sur le long terme pour les bienfaits intergénérationnels. Et également se concentrer sur quelque chose basé sur les résultats à long terme. Pas juste les intrants d'argent de chaque ministère, mais plutôt quel type de résultats on essaie d'obtenir en tant que pays. Donc dans l'ensemble, le processus budgétaire est assez différent. Et en tant que ministre des Finances, ça veut dire qu'on est impliqué dans les pourparlers autour des différents dossiers. Donc par exemple, lorsque je présente notre budget à la fin du mois de mai, la loi m'oblige maintenant à me lever et d'expliquer ce que nous faisons pour réduire la pauvreté infantile et améliorer le bien-être des enfants. Donc pour moi, le capital humain, le capital social et naturel font une partie intégrante de ce que je fais en tant que ministre des Finances. Et c'est un bon moment pour applaudir Monsieur le ministre qui essentiellement, à l'instant, vient d'envoyer son budget du bien-être chez lui, dans sa capitale. Donc, félicitations. Yeah, I hope. Oui, j'espère que les courriels marchent d'ici. Alors, Zouera, vous représentez une fondation privée. Quel rôle est-ce qu'une fondation telle que la vôtre a à jouer dans ce projet de capital humain et dans l'investissement auprès des populations? Merci. Alors, la fondation que je représente a travaillé sur la santé et l'éducation pour aider à faire prendre de la capacité aux populations, notamment au Nigeria et en Afrique en général, pendant longtemps. On ne l'appelait simplement pas le développement du capital humain, ce n'était pas le nom qui était assigné, on parlait simplement le développement, amélioration des indicateurs de santé, de bien-être. Nous percevons notre rôle comme étant un compagnon ou complémentaire à ce que peut faire le secteur public, parce que nous avons beaucoup de défis au Nigeria, le pays est vaste, nous avons de nombreux défis, nous avons été cotés très très faibles par des institutions internationales, et donc le gouvernement ne peut pas le faire seul. Qu'est-ce que le secteur privé peut faire? Et c'est là qu'on essaie d'intervenir, donc en utilisant nos propres ressources pour travailler à résoudre certaines de ces problématiques, mais également travailler en partenariat avec le gouvernement. Donc par exemple au Nigeria, lorsque il y a une unité de capital humain qui est au bureau du vice-président et qui partage tout ça, je crois que je vois mon collègue dans la salle, et nous travaillons ensemble, et l'objectif c'est de faire remonter cette question du capital humain en avant de la scène, rassembler différents ministères, la santé, l'éducation, l'emploi, le travail, toutes ces choses-là vont ensemble. Et la personne qui a besoin que sa vie soit améliorée a besoin de ces différents services. Et donc les différentes agences gouvernementales doivent travailler ensemble avec notre soutien. Et parce que le Nigeria a cette couche supplémentaire de complications, étant un pays fédéral avec 36 États, comment on s'assure que les États sont aussi équipés des outils, de l'information, des indicateurs
pour améliorer leur classement pour que l'an prochain, le Nigeria soit mieux coté dans cet index de capital humain. Donc c'est vraiment comme ça qu'on voit notre rôle comme étant complémentaire au secteur public. Bien, alors puisque l'on parle de l'indice de capital humain, les pays d'Asie, comme Singapour, ont appuyé cela, et également le Nigeria. Et alors, il semble que vous parliez de résultats, ce qui semble nécessiter peut-être une démarche différente. En effet. Donc, lorsque quelqu'un se réveille le matin et qu'il y a question à affronter pour subvenir aux besoins de la famille ou pour la communauté en matière de bien-être ou de santé, ils ne pensent pas à tel ou tel organisme gouvernemental. Ils disent il faut résoudre ce problème. Et donc, je pense que l'approche basée sur le capital humain et l'indice correspondant remet les gens au centre de la prise de décision et insiste sur le résultat. Alors, parfois, entre ministres des Finances, la question la plus importante que nous nous posons, c'est combien d'argent y a-t-il pour on va dire, ma rubrique du budget. Et nous voudrions évoluer vers, par exemple, la portion que cela représente en termes de recherche de priorité et de résultats. Donc, par exemple, c'est le travail de fond que nous avons accompli de manière à veiller à ce que nos projets deviennent des projets conjoints et il n'y a pas une responsabilité unique incombant à tel ou tel organisme ou à telle agence. Donc, il faut que l'on investisse, notamment grâce à une coordination entre le secteur public, le secteur privé et les ONG. Donc, il n'y aura pas, par exemple, que le ministère de l'Éducation qui sera impliqué, mais le ministère aussi de l'Éducation, le ministre responsable des enfants et de la situation féminine. Voilà, donc tout se fera en partenariat. En effet, dans notre cas, outre les partenaires que vous avez mentionnés, il y a les partenaires de développement, la Banque mondiale, les différentes banques régionales. Et donc, à ce moment-là, nous faisons une sorte de pot commun qui permet de réunir les différentes bourses disponibles et de mettre ces ressources en commun, en évitant les compartimentements. S'agissant de la Banque mondiale, eh bien, notre vision des choses est la même, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas laisser les choses être compartimentées, cloisonnées. Nous devons œuvrer ensemble. Et le rôle de la banque consiste, par exemple, à scolariser les enfants. Très bien. Alors, ils sont scolarisés, c'est bien, mais quid de l'enseignement? Et on voit qu'il y a une grosse différence entre les années de scolarité et les différents équivalents obtenus en matière d'apprentissage. Alors, le fait d'apprendre aussi ne conduit pas forcément à des qualifications, à des savoir-faire, dirais-je. Et les savoir-faire ne conduisent pas nécessairement à l'obtention d'emploi. Donc si nous n'harmonisons pas de façon transversale toutes ces activités, nous n'allons pas réussir à faire avancer la situation et la vie des gens, notamment dans les pays qui traînent de l'arrière. Donc ce n'est pas une question d'augmenter les investissements. Non, pas seulement et pas vraiment. Il faut savoir comment on canalise l'argent. Prenons l'exemple de mon pays, la Bulgarie. Nous avons une année et demie de retard ou de temps perdu entre le temps consacré à la scolarité des enfants et le montant d'apprentissage qu'ils ont acquis. Donc il y a un déficit d'1 an et demi par rapport à l'apprentissage qui aurait dû être réalisé. Donc on leur a donné et les heures de classe et les manuels, etc. Mais le résultat n'a pas été celui que l'on aurait dû obtenir. Or, nous devrions nous intéresser aux résultats plutôt qu'aux investissements, je vais dire aux intrants en l'occurrence. Et donc il ne s'agit pas seulement du capital humain, il faut aussi le faire pour toutes nos initiatives. Bien, alors parlons un peu de cette idée d'améliorer l'efficacité, par exemple en matière de réforme de l'éducation,
Alors, parlez-nous de votre expérience et la démarche que vous avez adoptée pour obtenir davantage de résultats et de meilleurs résultats. Eh bien, tout le monde dit que ce n'est pas seulement une question d'argent, de ressources, mais aussi de coordination. Et donc, il faut que tous les organismes concernés coopèrent. Et nous avons maintenant une triple commission qui élabore de nouvelles façons de lancer les activités. Et donc, nous avons des représentants du secteur privé et les ministres gouvernementaux concernés. Nous essayons maintenant de mettre au point, de tracer une sorte de feuille de route pour les 20 prochaines années, parce que Aline a dit que il y a donc maintenant une sorte de déficit de 1 an et demi en Bulgarie. Eh bien, au Paraguay, nous avons 5 ans de retard et nous scolarisons nos enfants pendant 12 ans, mais ce qu'ils apprennent vaut, entre guillemets, quelque chose comme 6 ou 7 ans de scolarité. Et il y a également un comité qui nous met en rapport avec l'Union européenne, et donc nous pouvons, à cette occasion, envoyer des jeunes étudier dans les meilleures universités en Europe et dans le reste du monde, et pour revenir au Paraguay. Et donc, nous avons consacré $1 million pour notre entente avec le Brésil. C'est-à-dire que nous essayons d'obtenir une meilleure coordination avec les autres ministères concernés et avec les autres organismes, même privés, et je dirais que le secteur privé joue un rôle déterminant dans l'élaboration de la politique publique. Bien, mais justement, vous avez ouvert le sujet que vous abordez. Comment est-ce que le secteur privé peut vous aider? Et jusqu'ici, est-ce que vous avez reçu une aide suffisante? Oui, nous sommes très satisfaits de ces comités, de la façon dont ils opèrent, et ils nous donnent beaucoup de rétroaction, notamment lorsqu'il est bon que les fonctionnaires, les représentants du secteur public, sachent quel est l'écho que rencontrent et nous disent quel est l'écho que rencontrent nos idées, de manière à cela nous permette d'améliorer nos initiatives, la façon dont nous les déployons. Et c'est un travail que nous faisons dans un contexte qui, à mon sens, est très fructueux. Et quelle est l'importance du benchmarking, de la détermination d'étapes et de la prise de bilan en cours de route, parce que les cycles politiques sont très courts. Alors, qu'est-ce qui vous aide justement à mieux plaider en fonction des différentes étapes atteintes? Au Paraguay, le processus est en cours de mise en place. Mais je dirais qu'en fin de compte, eh bien, l'examen se fait au niveau du corps politique. Et donc pour nous, c'est considéré comme des investissements, parce que c'est le président lui-même qui procède à cet examen général. Et donc, nous allons voir quelle est, avec le temps, la nature de ces résultats. Il y aura toujours des indicateurs qui seront nécessaires et un benchmarking qui sera nécessaire. Cela dit, il est très important que nous comprenions la façon dont l'opinion ressent l'action que l'on doit entreprendre à long terme, indépendamment du cycle électoral. Ça ne veut pas dire que vous ne soyez pas comptable devant l'électorat, mais ça veut dire qu'il faut être capable de se fixer des portées de plusieurs années. Et nous avons maintenant quelque chose comme 60 mesures. Et nous n'allons pas nous appuyer uniquement sur un seul chiffre, le PIB, par exemple. Cela ne nous aiderait pas. En tant que benchmark, je pense que parce que cela ne permettrait pas de prendre en compte les différents facteurs et de les individualiser. Alors maintenant, on a tout un éventail de facteurs distincts et cela permet également, si vous voulez faire des comparaisons avec les autres capitales et les autres investissements en capital, eh bien, c'est très important, les différentes catégories de capital. Et par exemple, lorsqu'on demande aux gens ce qu'ils souhaitent pour l'avenir de leurs enfants, en général, ils vont dire « Bien, je voudrais qu'ils soient heureux, je voudrais qu'ils soient en bonne santé, je voudrais qu'ils aient des amis
et également une bonne instruction, et si possible, qu'ils aient un bon emploi pour pouvoir également s'occuper de moi quand je serai vieille ou vieux. Et donc, je pense que nous essayons de renvoyer un reflet à l'opinion, aux citoyens, de la façon de ce que sont leurs souhaits. Je crois que c'est une bonne chose. Je crois qu'il faut également plaider et plaider encore pour de meilleurs résultats économiques, de manière à ce que cela se traduise et obtienne des effets dès à présent. Et à la Banque mondiale, nous avons pu essayer de saisir ce qu'ont été les avantages retirés par les pays lorsqu'ils ont investi dans le capital humain. Des chiffres impressionnants d'ailleurs, qui permettent aussi de se servir du PIB pour plaider. Par exemple, une année supplémentaire d'apprentissage, je dis bien apprentissage, pas seulement de scolarisation, d'apprentissage en Afrique, dans les pays où nous avons fait des études, permettrait d'augmenter le revenu de 12%. Et donc ferait des gens qui ont bénéficié de cette année d'apprentissage très avantagés. Et puis également, on voit également dans quelle mesure il y a une incidence directe dans la croissance du PIB, non plus au niveau personnel. J'aimerais pas quand même que vous en retiriez l'impression que nous avons complètement renoncé aux éléments et aux méthodologies de mesure traditionnelles. Simplement, nous essayons justement de mettre en œuvre ce que les décisionnaires mettent en œuvre quand ils veulent investir, y compris dans le capital humain. Et moi-même, je suis un exemple, une illustration des avantages de l'éducation. Je viens d'une famille dont les grands-parents avaient très peu d'instruction. Mes parents ont obtenu leur diplôme d'école secondaire. Ça s'arrête là. J'étais la première de ma famille à obtenir un doctorat. D'ailleurs, la famille est venue de tout le pays pour venir célébrer mon doctorat. Il a fallu que je m'habille comme il le se devait pour l'occasion. Et c'était avant que l'on ait que le rouge ne soit mis. Et donc c'était la Bulgarie. Là est un ancien pays communiste, et donc ça se faisait beaucoup. Mais je peux dire, sans la moindre réserve, que si nous observons le résultat que ça a eu pour nous, eh bien, nous savons combien il est important et quels sont les avantages d'être bien instruit, bien éduqué et d'être heureux aussi. Et alors ensuite, eh bien, pour ce qui est des instruments de mesure de la banque, nous avons maintenant mis en place une panoplie d'éléments et d'instruments de mesure. Bien, nous avons quelqu'un qui nous appelle en ligne, Karim voudrait savoir, et donc à Benigno, comment est-ce que les pays sous-développés peuvent investir dans le capital humain compte tenu du manque de ressources budgétaires? Et comment est-ce que les autres pays peuvent y contribuer? À mon sens, il faut que nous tenions un dialogue entre les différentes parties concernées pour ouvrir l'espace nécessaire. Et je crois qu'il s'agit que l'enjeu, c'est l'avenir. Et donc, on peut voir évidemment quelle est la pente à gravir, mais on voit également quels sont les avantages, et chacun doit fixer ses propres règles pour que cela devienne possible. Je crois qu'il faut aussi consentir des sacrifices à l'échelle gouvernementale et de l'inventivité. Par exemple, on peut toujours obtenir un appui et des ressources de la part d'intervenants non traditionnels. Et de manière générale et traditionnelle, le secteur privé n'a pas à investir dans ces secteurs-là. On a toujours considéré que c'était aux instances gouvernementales de s'occuper de la santé et de l'éducation. Mais si on explique au secteur privé que si les enfants apprennent bien à l'école, eh bien, cela va bénéficier à tout le monde. Eh bien, cela évitera aussi l'instabilité sociale, les éventuels soulèvements ou les comportements désespérés. Et donc, cela améliorera la stabilité, la sécurité, et le secteur privé
en profitera et je pense que certes, les instances gouvernementales doivent accomplir un effort supplémentaire, mais il faut aussi que la créativité provienne d'organisations telles que notre fondation et au Nigeria. Ce que nous faisons au Nigeria me réchauffe le cœur. Je dirais que dès à présent, la Fondation et moi-même travaillons à essayer d'avoir 1% de la recette fiscale qui serait ristournée en quelque sorte au secteur privé qui pourrait investir parallèlement aux instances gouvernementales pour que, par exemple, on puisse également améliorer la santé et prendre ces mesures élémentaires. Alors, je conviens que c'est difficile, mais je pense qu'entre sacrifice et créativité, nous ferons de gros progrès. Il y a également un impératif important du côté du secteur privé. Si vous regardez la nature du travail rapidement changeante et la façon dont la technologie aide au développement dans les pays développés et en développement, ce changement rapide veut dire que la main-d'œuvre dont le secteur privé a besoin d'être constamment en train de se former, reformer, obtenir de nouvelles compétences, être soutenu au travers des transitions qui vont se faire durant leur carrière. Donc je crois que même si c'est un peu un défi du côté du budget pour ce faire, si ce n'est pas fait, alors on risque par la suite d'être à la traîne au fur et à mesure du développement technologique. Donc il s'agit du partenariat de ces entreprises qui savent que d'ici 10-15 ans, ils auront besoin d'employer ces personnes. Ce sont les attributs dont ils ont besoin. Donc les développements en technologie, l'intelligence artificielle, tout cela dans un sens alimente ce dialogue. Je pense que oui, et du point de vue du secteur privé, il y a cette compréhension qu'ils doivent être partenaires pour s'assurer que la main-d'œuvre de demain est prête. À ce panel, on ne sait pas quels seront les emplois dans 20 ans, mais nous savons que les connaissances et l'apprentissage qui se fait dans les écoles maintenant, c'est ce qui va alimenter notre succès à ce moment-là. Alors, nous avons 3 principes à cet égard. Tout d'abord, il faut s'assurer que le gouvernement collecte les impôts et une bonne base de financement. Deuxièmement, s'assurer que les gouvernements ne payent pas pour ce que le secteur privé devrait faire. Les investissements faits par le secteur privé, que le secteur privé peut faire, doivent être faits par le secteur privé et le gouvernement doit simplement créer le bon environnement. Et le troisième principe, c'est parler au FMI. Assurez-vous qu'ils ont bien compris. J'ajouterai à ces 3 principes qu'il faut s'assurer que le gouvernement dépense efficacement. Si vous dépensez tous azimuts, vous ne pourrez pas amener le secteur privé à payer plus d'impôts. Quelles sont les préoccupations que vous avez lorsque l'on parle d'attirer le secteur privé? Il y a des critiques qui disent alors le risque est socialisé et les gains vont au secteur privé. Alors c'est peut-être là qu'il faut faire une distinction importante, c'est que lorsque l'on parle de capital humain, ça ne veut pas dire que l'on ignore les autres formes de capital. Les institutions sont du capital. En fait, les investissements physiques en infrastructure qui font tourner l'économie et fleurir le secteur privé, c'est du capital. Ce qui est fondamental, c'est que les gouvernements devraient pouvoir générer cet environnement où ce qui doit être financé par le public en premier est financé à un haut niveau de qualité par le grand public. Mais on comprend également qu'il y a différents investissements qui n'ont pas à être financés par le public. Et ça ouvre un peu d'espace dans les budgets gouvernementaux. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi est-ce qu'un gouvernement devrait financer un aéroport qui peut être rentable ? Ça devrait être financé par le secteur privé. Le rôle du gouvernement, c'est de créer les conditions pour que cet aéroport soit là et fonctionne de façon transparente et efficace. Le gouvernement, on a toujours des situations où les gouvernements ont la charge de dépenses dans les budgets qui ne devraient pas être là, principalement parce que les conditions pour les investissements du secteur privé ne sont pas tout à fait en place. À la Banque mondiale, nous prenons très au sérieux notre rôle pour aider les gouvernements à réduire la paperasserie, créer un bon environnement pour les milieux d'affaires qui générera au bout du compte des emplois, ce qui mènera à plus d'entrées d'argent dans le budget grâce aux impôts, augmente les recettes
Et puis l'argent pour l'éducation, la santé, la protection sociale sera là. Alors nous avons une question ici à propos du type de compétences qui seront nécessaires pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. Comment préparer la main-d'œuvre pour faire face à l'économie en changement? Alors c'est ce que nous savons tous maintenant. C'est que c'est un processus sans fin de formation, de reformation. Et il faut tous accepter que l'époque où on pouvait se former une fois et puis obtenir un emploi et prendre sa retraite des décennies plus tard sont révolus. Le monde avance très rapidement. J'adore raconter l'histoire de ma petite fille qui avait 5 ans à l'époque et je lui disais que lorsque j'avais son âge, il n'y avait pas de télévision, pas d'ordinateur. Elle me regarde et elle dit « Alors tu n'avais que des iPads ?» Pensez à quel point le monde a changé ces dernières années. Et cette notion de formation, reformation, qui est la responsabilité du public, du secteur privé, comme vous l'avez dit à raison, et des individus. Et c'est tout, c'est un monde qui évolue très rapidement. Alors je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce qui est intéressant au niveau de la question de savoir quelles sont les compétences, c'est que de plus en plus ce que l'on voit, c'est parce qu'on ne peut pas prévoir l'avenir, ce sont ces notions fondamentales de collaboration, d'empathie, de compréhension des autres, être créatif, être capable de résoudre des problèmes complexes. Et il faut orienter donc les systèmes d'éducation autour de ça plutôt qu'autour du concept que l'on peut faire rentrer des connaissances très spécifiques dans le cerveau des gens. Et cela permettrait donc aux gens de réagir avec plus de souplesse à ces gros changements. Nous avons l'occasion de partager la charge entre le secteur privé et le secteur public quant à comment ces compétences peuvent être développées. Et on ne devrait pas permettre, d'après moi, à ce que les entreprises du secteur privé ne puissent pas faire partie de ça. On ne doit pas l'accepter. Parce que tout le monde doit être dans ce processus. Parce que si vous n'aimiez pas l'école, lorsque quelqu'un dit maintenant il va falloir apprendre toute votre vie, les gens vont être découragés, mais ce n'est pas vraiment la même chose. Ce sont ces attributs dont on parle et comment on les développe. Donc on apprend à apprendre et puis c'est bon. Alors cette question semble tout à fait pertinente, étant donné où on en est dans notre échange. Manuel dit, au-delà de l'éducation et de la formation, comment est-ce que les pays qui s'en sortent bien ont investi leurs ressources? Donc pour répondre à ce que vous disiez, avec l'économie, le monde qui avance très vite, au-delà de l'éducation et de la formation, sur quoi on doit se concentrer? Alors pour revenir à la question précédente, sur les nouvelles compétences, l'apprentissage et amener le secteur privé à travailler avec le secteur d'éducation pour que les gens soient formés pour les emplois où on a besoin de main-d'œuvre. Il y a tant de gens pour lesquels on travaille, la Banque mondiale essaie d'aider, que la Banque mondiale essaie d'aider, n'ont pas accès du tout à l'éducation, ils ne sont pas du tout dans ce système. Donc leur problème, c'est pas d'avoir les bonnes compétences, c'est d'avoir une scolarisation de base pour qu'ils puissent participer au niveau de base de l'économie. Donc ce sont les populations oubliées dont il faut se soucier. Et c'est pour votre question de ce qui peut être fait par ailleurs, ce que les pays doivent faire. Si je regarde le Nigeria, l'industrie de création a émergé. La Banque mondiale a examiné l'économie du Nigeria. Maintenant, le PIB voit une croissance. C'est la deuxième plus grosse économie du continent. Tout ça, c'est auto-organisé. Aucun gouvernement n'est intervenu. Il n'y a pas d'école de production cinématographique organisée par le gouvernement. Ce sont simplement les gens qui, de façon créative, ont trouvé ce qu'ils avaient à faire parce que se reposer sur un gouvernement n'est pas une bonne stratégie. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être apprises de certains de ces pays en développement qui font des progrès dans des domaines qu'on n'anticipe pas, qu'on n'a pas attendu.
C'est pas toute notre intelligence artificielle et le blockchain. Il faut encore faire beaucoup de traitements et de transformation des aliments, par exemple. Il faut des industries de base. Il faut quand même de l'énergie et des ressources et de l'eau potable. Alors, ce n'est pas toujours aussi sexy que ces nouvelles technologies, mais ça doit quand même être fait. Et en gardant ça à l'esprit, on se souvient que le monde n'est pas encore équilibré. Et il faut toujours se concentrer sur certaines choses-là. Je crois que c'est tout à fait juste, effectivement. Pour ce qui est des données qu'on a utilisées dans notre processus de fiscalité, du bien-être, il n'y a rien qui remplace cette notion de base que pendant les premiers 1000 jours de l'enfance d'un enfant, comment s'assurer que vous ayez accès à ces services de base de bonne santé maternelle, d'eau potable. Rien de tout cela ne change. Ces choses-là sont importantes. Et ce qui arrive à un enfant durant ces 2 ou 3 premières années sont fondamentaux pour son développement. Donc pour répondre à votre question, ce sont des choses qu'on a toujours su finalement qui sont les bases. Et dans beaucoup de pays, effectivement, il faut reconnaître que ces choses-là doivent être une priorité absolue. Et c'est l'un des gros problèmes sur lesquels on travaille à ma fondation, c'est de travailler sur la nutrition. Pourquoi? Parce que durant ces premiers 1000 jours, les enfants grandissent en étant limités et ne peuvent jamais accéder à leur plein potentiel. Et ça, c'est irréversible. Même si on commençait à s'en occuper correctement à l'âge de 5 ans, c'est trop tard. Donc nous avons un arriéré. Et il y a beaucoup de travail à faire pour l'éducation, la formation, la gestion des populations, et voir combien d'enfants par femme en moyenne, quel niveau d'éducation pour les filles, toutes ces composantes-là prises en compte. Oui, c'est énorme, 150 millions d'enfants qui sont bloqués comme ça, un chiffre époustouflant. Ce qui est même plus important encore, c'est que si l'on déconnecte ce dialogue qu'on a aujourd'hui sur le capital humain du dialogue que l'on devrait avoir sur l'accès à l'électricité, la connectivité, la capacité de se déplacer pour les biens, les services, les systèmes et circuits alimentaires. On sera dans notre propre silo étendu. Alors je suis très reconnaissante que vous ayez soulevé ce point. Nous n'avons pas parlé de comment le capital humain peut être utilisé, par exemple, pour aider les femmes. L'idée selon laquelle si vous investissez auprès des femmes à cause du rôle dans le foyer, les résultats de santé peuvent être améliorés. Alors, vous êtes au bon endroit pour cette conversation. Nous prenons l'égalité des sexes très au sérieux, comme vous pouvez le voir du fait que j'ai vice-présidente du développement humain, une vice-présidente, Annette, levez-vous. Elle est formidable. Et en plus de ça, elle vient de Nouvelle-Zélande. Mais nous savons que les inégalités des sexes ont des effets négatifs très importants sur les pays. Nous avons calculé en fait pas seulement la richesse mondiale totale, donc 1123 trilliards de dollars, dont 2 tiers sont du capital humain. Nous avons calculé combien on perd en richesse à cause d'inégalités entre les sexes. Et c'est un chiffre impressionnant. Donc 164 trilliards de dollars sont perdus parce que les femmes ne sont pas pleinement incluses. Et puis on passe aux pertes fondamentales pour elles-mêmes, bien évidemment, mais pour les enfants et puis pour les hommes du pays. Tout ça vient du fait que des enfants sont limités dans leur développement, dans leur perspective. Et ce qu'on a découvert, c'est que lorsqu'on a des pénuries alimentaires, qui sont les plus touchés? Ce sont les filles. Pas les garçons, pas tous les enfants. Ils sont affectés, bien sûr, mais ce sont les filles qui sont le plus affectées, qui sont donc limitées. Qu'est-ce qui se passe ensuite?
D'habitude, elles ne finissent pas l'école, elles se marient tôt, et à cause de ce qu'elles ont vécu, leurs enfants vont certainement vivre les mêmes circonstances. Et nous avons ce cercle vicieux de pauvreté qui part de là. Et donc lorsque l'on parle d'égalité des sexes, ce n'est pas juste du féminisme à la mode, c'est vraiment le bien-être des familles et des pays dont on parle. Et malheureusement, même si j'aurais vraiment pouvoir dire qu'il en est autrement, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. Je veux vous donner un dernier chiffre. Je veux que vous... est-ce qu'il y a des parlementaires avec nous, des législateurs dans la salle? Bon, excellent. Vous êtes tous des électeurs, en tout cas. Aujourd'hui, dans un pays moyen, une femme n'a que 3/4 des droits en vertu de la loi d'un homme. Et je crois que c'est absolument stupide. C'est vrai que c'est pas très malin. It is. I think En effet, ça n'est pas très intelligent. Moi, je viens du Niger et du Nigeria. Je viens des deux. Et le rôle des femmes, la reconnaissance de ce rôle, ont beaucoup de chemin à parcourir. Cependant, les femmes sont au cœur de ce que nous devons entreprendre dans le cadre de cette initiative. Alors, je n'ai jamais dit que nous mettons l'accent sur les femmes, mais compte tenu de la nature de à quoi nous essayons de remédier, ce sont les femmes qui sont au cœur de notre initiative. Nous avons des programmes, nous avons les centres d'aide familiale, les centres de nutrition, de santé, et donc tout cela repose essentiellement, cet axe essentiellement sur la relation entre la mère et l'enfant. Et donc, je pense que c'est vrai que nous voudrions amener les filles à avoir les mêmes perspectives, les mêmes chances que les garçons, et que leur avenir puisse être envisagé. Parce que je pense que grâce à ce genre d'initiative, on va réduire le risque d'un mariage précoce. Et donc, ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'elles auront moins d'enfants. Et moi, je suis une illustration de ce que fait le Niger pour les femmes et les enfants. Nous sommes le pays numéro 1. Moi, je n'ai que 2 enfants. Parce que j'ai suivi une scolarité, j'ai eu un emploi, et je pense que ça n'aurait pas été logique d'avoir plus de 2 enfants. Alors, je crois à l'évidence qu'il faut essayer d'autonomiser les femmes de manière à ce qu'elles-mêmes puissent contribuer au développement de nos pays. Je crois que ça va de soi, ça devrait aller de soi comme démarche. Et donc, la pire des choses pour moi, c'est que devant les femmes dans les pays développés et le déficit et l'écart. Pourquoi est-ce que dans les pays développés, les femmes devraient gagner moins que les hommes à égalité de travail et de tâches? Oui, sans parler du coût pour la société. Est-ce que vous pensez que lorsque vous prenez ce genre de décision, c'est-à-dire d'investir dans le capital humain, il faut choisir entre l'argent que l'on pourrait investir dans l'éducation, la santé ou les investissements en matière de croissance? Je crois qu'il faut investir dans le capital humain. Et donc, parce que cela ouvre un avenir pour les gens. Et je ne crois pas qu'il soit moins sage d'investir dans les gens et d'investir dans un système scolaire qui donne de bons résultats. Et donc, nous en sommes encore aux méthodes d'enseignement de la première révolution industrielle, alors que nous en sommes déjà à la 4e, et donc c'est le retard à combler. Timothy nous envoie une question. Pourquoi peut-on mettre l'accent sur le capital humain sans avoir également des politiques qui permettraient aux jeunes de s'intégrer à la population active, c'est-à-dire faire sinon un choix, du moins harmonisé,
l'initiative avec ses résultats. Oui, bien sûr, mais il faut aussi penser à aujourd'hui. Si nous n'avons pas nous-mêmes donné la formation voulue aux jeunes en question, eh bien, comment penser qu'ils auront un emploi? Et pour revenir à la question qui nous est posée, nous ne savons pas ce que réserve l'avenir. Mais nous savons qu'il faudra des qualifications très différentes de celles que l'on trouve aujourd'hui dans la population active. Et donc, il faudra former des gens, et les jeunes en particulier, à cette fin. Et donc, nous voulons réaliser une croissance de la productivité aussi. Il est essentiel d'avoir des politiques très actives en matière de marché du travail et de préparation au marché du travail. Donc pour cela, il faut améliorer l'enseignement et la formation. Mais je pense également aux gens qui ont 40 et 50 ans. Telles sont les personnes qui ont besoin qu'on accélère le processus et qu'on leur donne une dose de démarrage en matière de recyclage. Et parce que si l'on veut acquérir ces qualifications et être réemployé, il faudra également qu'on les prépare psychologiquement. Et puis, je dirais également que la croissance économique ne sera pas durable si l'on n'a pas au préalable investi dans le capital humain. Alors, vous avez demandé quels étaient les choix à faire. Si nous continuons de considérer cela comme finalement un choix à faire entre eux et entre eux, on va miner, saper le développement. Voici une histoire très simple qui illustre ce que vient de dire Grant. Dans l'Union européenne, au cours de la dernière décennie, il y a eu une perte de 15% d'emplois entre guillemets anciens et 15% de création de nouveaux emplois. Et des emplois et qui ont donné lieu à des postes de travail. Alors on va nous dire, alors voilà, ça s'équilibre. On en perd 15% d'un côté, on perd 15% d'emplois d'un côté, on les récupère de l'autre côté. Oui, mais le problème, c'est que les personnes qui ont perdu leur emploi n'ont pas les qualifications pour bénéficier de nouveaux emplois. Et donc, cela risque de conduire à, disons, une intensification du populisme et le fait de concentrer sur la façon dont nous mettons en valeur le capital humain, mais la façon aussi dont nous redéployons la population active est très important. Donc il ne s'agit surtout pas de renoncer aux efforts qui sont faits en faveur des vecteurs de croissance, mais également garder celui-ci et les harmoniser. Bien, revenons à l'efficacité et aux économies, parce qu'on pose la question comment former les fournisseurs de services de façon efficace. Par exemple, si vous avez un enseignant qui n'est pas un excellent enseignant, si vous le remplacez par un meilleur enseignant, est-ce que cela va améliorer les résultats? Ah ben oui, c'est évident. Dans le capital humain, eh bien, nous avons, dans notre dernier rapport sur l'éducation, nous avons mentionné le fait que il faut que les enseignants reçoivent la formation nécessaire et puis qu'on les place dans un contexte où ils devront rivaliser les uns avec les autres. Et on peut se servir d'une école, on peut mettre sur pied une école dans une région éloignée, à condition que ce soit électrifié, et on peut les rattacher à des écoles qui se trouvent ailleurs. Et nous pouvons avoir des enseignants qui vont enseigner en téléenseignement d'un établissement scolaire dans un autre enseignement. Et donc, l'un des facteurs déterminants du succès de l'Afrique, c'est justement et l'électrification et le lien à l'Internet, parce qu'à ce moment-là, on pourra améliorer de façon déterminante, décisive la qualité de l'éducation et de la formation. Au cours des 20 prochaines années, nous voulons investir 25 milliards de dollars dans l'interconnectivité en Afrique, et nous le faisons également pour cette raison, entre autres, parce que nous essayons de créer des salles de classe qui soient davantage virtualisées que physiques. Et ceci ne sera possible. Ce n'est pas possible seulement pour les pays riches. Il faut que le besoin est encore plus criant pour les pays pauvres afin qu'ils puissent rattraper le retard. Nous avons pratiquement épuisé le temps qui nous est imparti. Et c'est une question générale à vous poser d'après votre propre expérience. Quels sont les obstacles à un investissement dans le capital humain et comment dépasser ces obstacles? Le principal obstacle, selon moi, tient au fait que, étant donné que le
rendement attendu est loin dans l'horizon temporel, c'est difficile de plaider et de justifier un tel investissement. Prenons le cas des pays en développement, ils sont tous sous pression. Et donc, il faut qu'ils garantissent la sécurité. J'ai pris connaissance du fait que les pays du G7 dépensent quelque chose comme 6 milliards de dollars pour la sécurité. Voilà des chiffres qui sont incommensurables pour nous. Cela dit, l'un des principaux obstacles, ce sont les exigences de la population, parce que les gens exigent de leur gouvernement un certain nombre de choses. Alors imaginez maintenant qu'il y ait une sorte de soulèvement massif de la part des parents qui exigeraient que l'on procède à l'éducation des filles comme on devrait le faire. Eh bien, voilà. Donc, je crois que là aussi, quelque chose à prendre en considération en vue de la solution. Je suis d'accord avec ces deux éléments. Alors, moi-même, en tant que ministre des Finances, je pense que c'est le cloisonnement des activités gouvernementales. Et donc, par exemple, si vous voulez renforcer l'argumentaire pour la formation des femmes, alors il faut que d'abord on s'abstrait et on prenne de la perspective par rapport au travail quotidien, mais également que l'on décompartimente. Et donc, nous-mêmes, en tant que ministres, nous avons dans notre ministère un certain nombre de leviers que nous pouvons employer à cette fin. Mais je crois que cela doit prendre en compte l'attitude et des décisionnaires et des fonctionnaires qui doivent prendre conscience de la possibilité, grâce à ces investissements en capital humain, d'accomplir des progrès. Alors, nous avons maintenant changé un certain nombre des incitatifs à la collaboration et cela constitue ce cloisonnement une barrière, ainsi que les barrières et les niveaux générationnels. S'agissant de l'éducation, il arrive parfois que les parents constituent eux-mêmes une barrière parce qu'ils ont l'expérience de leur propre vie et compte tenu de la mutation rapide de la nature du travail dans nos sociétés, de l'évolution technologique, eh bien, les attentes des parents ne sont pas à jour en quelque sorte et donc leurs attentes risquent de faire obstacle à la véritable progression des enfants. Je ne nie pas, les parents sont des gens très bien, c'est pas ça. Mais je pense qu'il faut véritablement cibler les qualifications qui sont nécessaires. Benigno, oui, je suis d'accord. Pour revenir à ce qui vient d'être dit, je pense que l'une des barrières tient au fait que les parents ne comprennent pas la réalité. Et donc, les parents se disent que l'on doit donner une bonne éducation et puis transmettre sa profession ou son emploi à son enfant. Non, mais ce faisant, nous condamnons nos enfants à rater leur avenir. Et donc, parce qu'il va y avoir une transformation continuelle de l'éducation pour commencer. Dernier mot à Kalina. Oui, je suis d'accord avec pratiquement tout ce qui a été dit, mais j'aimerais ajouter que nous devons apprendre à savoir, à connaître nos domaines d'ignorance, savoir ce que nous ne savons pas. Et voilà, et l'admettre et le reconnaître. Mais le problème, c'est que nous ne savons pas trop ce que nous ne savons pas. Et donc, nous devons avancer vers l'avenir dans l'inconnu. L'inconnu y compris de ce que nous ne savons pas, de ce que nous devrions apprendre. Et donc, la difficulté à la somme, nous sommes confrontés, c'est à le fait qu'il y a donc une exigence, une demande de la part de nos pays clients aussi pour que nous investissions dans le capital humain. Alors la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que nous serons capables d'investir aussi rapidement et efficacement dans ce capital humain pour affronter le monde en mutation rapide. Et donc nous avons une unité composée de professionnels d'excellente qualité. Nous avons des partenaires remarquables dans les pays avec lesquels nous travaillons. Il m'arrive d'en perdre le sommeil, mais
Je reste profondément convaincu que nous sommes en train d'apporter les changements à nos démarches. Nous faisons une sorte de ménage, de rénovation mentale, et nous pouvons avancer avec confiance dans un avenir, vers un avenir que nous ne connaissons pas encore entièrement, et c'est un euphémisme. Merci. Thank you very much. Je voudrais remercier Zoé Youssoufou de la Fondation Dangote, Grant Robertson, ministre des Finances de Nouvelle-Zélande, Benigno Lopez, ministre de la Finance de Près, et également Kalina.